Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres au sommaire de ce journal. Ce 4 février est célébrée la journée mondiale contre le cancer, une 12e commémoration à laquelle la Côte d'Ivoire se joint pour l'élimination du cancer qui à ce jour a causé 9,6 millions de décès dans le monde. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur a un nouveau conseil d'administration dirigé par Tiburce Kofi. Il est composé de 27 membres, dont 22 artistes et 5 représentants du ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous y reviendrons dans cette édition. L'actualité internationale, le Malawi en deuil. Le Malawi, la Cour constitutionnelle annonce la réélection en mai 2019 du président Peter Mutharika. Les résultats étaient contestés par l'opposition qui a maintenu ces derniers mois la pression en manifestant. Un nouveau scrutin présidentiel devra être organisé dans les 5 prochains mois. Merci de nous rejoindre. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne en sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, est au Bénin dans le cadre d'une mission de médiation face à la situation politique béninoise. Ce dernier rassure que l'APF est venue en tant qu'organisation internationale et pas en assistance. Voici le compte-rendu de la première journée de travail au Bénin avec Mahama Traoré. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, veut comprendre la situation politique qui prévaut au Bénin, d'où cette mission de bons offices déployée sur place depuis ce lundi, mission conduite par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, en sa qualité de président de l'APF. Première étape de cette mission de bons offices, la ville de Porto Novo, au siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Accompagné d'une forte délégation de parlementaires francophones, Amadou Soumaoro est venu s'entretenir avec son homologue béninois et les membres de la section locale de l'APF. Je considère que c'est une mission pour visiter les frères béninois de la famille francophone. Ça permettra de toucher du doigt ce qui se passe effectivement au Bénin. Et j'ai la ferme conviction que vous ne serez pas déçus. Le Bénin est le temple de la démocratie africaine dans notre sous-région. Nous pensons partir avec ce gain positif qui va améliorer nos relations. Alors l'APF, à travers son secrétariat, à travers ces démembrements, est venu comprendre et accompagner nos frères et nos sœurs du Bénin. Cette mission de bons offices au Bénin est l'une des décisions de la dernière réunion du bureau de l'APF tenue fin janvier à Dakar au Sénégal. Aucune volonté d'ingérence, assure l'APF qui entend écouter toutes les forces vives du pays. Cette démarche répond à la nécessité de donner davantage de vigueur à la démocratie dans l'espace francophone. Je l'annonçais dans les titres, le monde entier commémore la journée mondiale contre le cancer. Ce 4 février marque la 12e édition. Cette journée sera consacrée à la prévention, la détection et le traitement du cancer. Une occasion pour le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique de faire le point sur la situation en Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre la déclaration du ministre Eugène Akaouélé enregistrée par Salimata Dia. Un tueur en série bien silencieux, le cancer est la 2e cause de mortalité dans le monde. Il est responsable de 10 405 décès en Côte d'Ivoire avec 14 484 nouveaux cas. 75% de ceux-ci ont été diagnostiqués tardivement. D'ici 2030, une famille sur 8 sera concernée par la maladie. L'État ivoirien intensifie sa lutte. L'État ivoirien s'est doté de moyens de prévention et de traitement. Les efforts conjoints des parties ivoiriennes et partenaires ont permis 1. La réalisation de 2 centres de sénologie, l'un au centre hospitalier et universitaire de Treichville et l'autre à l'Institut national de santé publique à Diamé. 2. La création de 3 centres de diagnostic avec l'immunohistochimie pour bien orienter les traitements des malades atteints du cancer du sein.
la réduction de certains médicaments anticancéreux et de leur gratuité à travers la convention signée avec le laboratoire Roche. Face à l'enjeu social et économique que constitue le cancer, la prise en charge thérapeutique a été renforcée. 5 structures publiques de prise en charge du cancer ont été mises en place. Le service de cancérologie du CHU de Treichville, l'unité d'oncologie du service de pédiatrie du CHU de Treichville, l'unité d'oncologie du service d'hématologie du CHU de Yopougon, délocalisée à Cocody, l'unité d'oncologie du service de pédiatrie de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, le centre Alassane Ouattara d'oncologie et de radiothérapie d'Abidjan, venu compléter l'arsenal thérapeutique, autorisant ainsi des soins plus complets selon les cas. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur la prise de conscience de la population sur les facteurs de risque, notamment le tabagisme, l'usage nocif de l'alcool ou encore la mauvaise alimentation. Il invite au dépistage sur les sites opérationnels. L'accès à l'électricité est une préoccupation qui fédère 6 pays de la CEDEAO. Rassemblés à Abidjan, les ministres en charge de l'énergie décident de mutualiser leurs efforts et cela se matérialise par la mise en place d'un marché intégré de l'électricité, une mutualisation des efforts afin de faire face à la faiblesse de l'accès des populations ouest-africaines à l'électricité, suivant ce rapport de Jean-Luc Mangbo. Ils sont venus du Burkina Faso, de la Guinée, du Libéria, du Mali et de la Sierra Leone. Les ministres de l'énergie de ces pays veulent lever avec leurs homologues ivoiriens les difficultés que connaissent leurs populations à accéder à l'électricité. Leur réflexion au cours de cette rencontre vise ainsi à trouver des mécanismes fiables et durables pour rendre les échanges électriques équitables au bénéfice de toutes les parties prenantes. C'est donc une urgence pour nous d'examiner des pistes de réflexion sur comment sécuriser les paiements sur les échanges transfrontaliers d'énergie électrique et aussi comment créer des conditions commerciales saines entre les acteurs. La Côte d'Ivoire reste l'un des principaux exportateurs d'énergie vers la CEDEAO, mais le pays évolue dans un environnement fragile. Nous exportons environ 11% de la production nationale brute d'électricité vers 6 pays de la CEDEAO, notamment le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina, le Mali et le Libéria. La Sierra Leone et la Guinée porteront le nombre de ces pays à 8, après la mise en service de la ligne d'interconnexion électrique CLSG. Toutefois, le risque lié au paiement des factures d'énergie est une barrière majeure aux échanges d'énergie électrique au sein de la CEDEAO. Les réflexions des ministres ont porté principalement sur la création d'un fonds axé sur le commerce de l'électricité dans la région et sur la mise en place d'un programme d'aide budgétaire régional de la Banque mondiale. Des recommandations formulées par les experts de ces différents pays au cours d'une rencontre qui s'est tenue la veille. Nous parlons à présent d'autonomisation de la femme. C'est aussi l'un des chevals de bataille des dirigeants africains engagés sur la voie du développement. Il s'est ouvert dans ce cadre hier une rencontre sous-régionale sur le projet Suède, le projet portant sur l'autonomisation, les dividendes et la démographie du Sahel. Après la première phase qui a touché plus de 50 000 jeunes filles en Côte d'Ivoire, le coordonnateur pays ambitionne de lancer la deuxième phase pour toucher un plus grand nombre. Grace Kondo nous rend compte de cet atelier. La première phase du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède, couvre la période 2015-2020. 7 pays, dont la Côte d'Ivoire, sont concernés, entre autres le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Compte tenu du succès que le projet a connu, les gouvernements de ces pays-là ont décidé de poursuivre l'initiative. Donc, sur la base de l'expérience de la première phase, nous allons retenir les actions qui ont eu un impact et les actions qui ont moins bien marché, voir comment on peut tirer les enseignements. Les activités du projet Suède portent sur le maintien de la jeune fille à l'école, le développement des compétences des activités génératrices de revenus et l'accès aux services de santé et de la reproduction. L'INFAS, en tant que structure de formation du ministère de la Santé, est concernée par la composante 2.4. C'est celui donc du renforcement donc des ressources humaines. Il s'agit pour nous de former des ressources humaines donc de qualité qui vont pouvoir prendre en charge donc la population et surtout
pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Il s'agit pour nous donc de former des agents de santé de qualité qui vont impacter positivement donc les indicateurs. Le projet SWED bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 15 milliards de francs CFA et 2 milliards de l'État ivoirien. La deuxième phase débute en 2021 pour s'achever en 2023. Malgré les nombreux acquis de la première phase, les défis à relever pour l'autonomisation des femmes et la réduction de la pauvreté sont grands, notamment la mobilisation des ressources de gouvernants, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et des communautés économiques, l'intensification de la mutualisation des ressources régionales, la mise à l'échelle de bonnes pratiques développées. La ministre Mariétou Koné invite d'autres partenaires à se joindre aux efforts de la Banque mondiale. Les femmes sont un atout de développement. Un autre séminaire le prône à Abidjan, une rencontre organisée conjointement par le Fonds monétaire international et l'Union européenne destinée à sensibiliser les pays francophones à la notion du genre dans les politiques économiques. Nos pays devront intégrer la notion d'égalité homme-femme afin de permettre à la femme de contribuer elle aussi au développement économique de son pays. Je n'en dirai pas plus sur le sujet suivant les explications de Francis Boifo. Si la notion d'égalité des sexes est de plus en plus prise en compte dans les politiques de développement en Afrique francophone, le concept de budgétisation sensible au genre est peu répandu. À travers ce séminaire, le Fonds monétaire international FMI veut emmener les pays francophones à intégrer cet indice dans les stratégies de développement. La budgétisation sensible au genre, en fait, ça consiste à examiner dans la gestion des finances publiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer la dimension genre. Donc ça ne veut pas dire forcément dépenser plus, mais voir comment intégrer, regarder en quelque sorte avec les lunettes du genre, comment gérer les finances publiques. Et je vais vous peut-être donner un simple exemple. Si vous avez un père qui envoie ses enfants à l'école, une fille et un garçon, il donne le même argent, on va dire 50 000 francs CFA. Le fait qu'il donne cette même argent ne veut pas dire que tous les deux vont avoir la même éducation. Parce que la fille, elle va se retrouver dans une école sans latrine. Elle va faire quoi? Elle va quitter. Elle ne va plus rester là. Il faut faire le nécessaire pour que la fille ait vraiment la même éducation. Et ça s'applique à tout. Et c'est ça la budgétisation qui est sensible au genre. Des analyses démontrent que la persistance des inégalités entre les hommes et les femmes conduit à des pertes socio-économiques. Le programme des Nations Unies pour le développement avait évalué les pertes économiques totales annuelles liées aux écarts entre genres en Afrique subsaharienne à environ 94 milliards de dollars. Ce séminaire, qui constitue une plateforme d'échange et d'apprentissage, vient donc à point nommé pour contribuer au renforcement de capacités de partage d'expériences sur ce concept de budgétisation sensible au genre. La budgétisation sensible au genre est un concept basé sur les résultats et non l'égalité du point de vue du droit. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi cette réunion entre le ministre Albert Mabry-Twaqueuse et les présidents d'universités et enseignants-chercheurs. Ces acteurs du secteur de l'enseignement supérieur ont fait le bilan des résultats obtenus au cours de l'année 2019. Jean-Marc Djadji. Le Centre national de recherche agronomique, CNRA, est le lieu privilégié pour le ministre Mabry-Twaqueuse pour rendre un hommage aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Présidents d'universités, grandes écoles, étudiants et chercheurs font part de leurs doléances et réitèrent leur soutien au ministère de tutelle. Nos efforts ont été couronnés par le prix mondial de la recherche sur l'EVA et je pense que nous allons partir sur cette lancée. C'est pour cela que notre vœu est que notre ministère de tutelle s'implique dans nos démarches. À travers la concertation nationale qu'a suscité M. le ministre, nous avons pu une deuxième fois éplucher les grands problèmes et surtout envisager des perspectives meilleures pour la recherche. À ce jour, au niveau de la recherche, nous sommes en train de réviser la politique nationale de recherche en sorte que tout ce qu'on avait mis en place par le passé, notamment les pôles de compétences pour gouverner les programmes nationaux de recherche, puissent fonctionner. La cérémonie est l'occasion pour le ministre de visiter les installations du Centre national de recherche agronomique CNRA
et de rassurer les acteurs du secteur quant à leurs doléances. La loi sur l'enseignement et la recherche, elle a été enrichie avec l'appui de nos partenaires dans la Banque mondiale et sera bientôt examinée par le gouvernement. Une communication en Conseil des ministres sera également présentée sous peu pour un assainissement de la gestion des heures complémentaires et des heures supplémentaires dans un objectif de revalorisation. Cette rencontre entre le ministre Mabry Twakeus et ses structures de tutelle s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la politique de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole sensibilise les étudiants en journalisme de l'ISTC sur les questions agricoles et agro-industrielles. La fonction des finances et des hautes technologies dans le domaine ont été expliquées à ces étudiants. Serge Pakomdidi et Abdoulaye Koné. Les responsables du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA sensibilisent les étudiants journalistes et communicants de l'Institut des sciences et techniques de la communication. Les échanges ont porté sur des questions agricoles et agro-industrielles, notamment sur les critères de choix pour qu'un projet agricole bénéficie d'un financement. Le porteur du projet doit être d'abord une structure ou une entité qui est crédible, qui a aussi une gouvernance irréprochable et qui a un système de redevabilité, c'est-à-dire de rendre compte et aux partenaires qui le financent et aux bénéficiaires des actions qu'il fait, et surtout qu'il y ait une confiance mutuelle et réciproque. Pour nous, les journalistes sont un maillon essentiel dans la chaîne de transmission de nos activités, en ce sens que c'est un savoir que nous générons et que nous partageons avec la population agricole et le grand public. À travers ce panel, l'ISTC et l'ONG Commode Africa, structure agro-agri-industrielle pour l'Afrique de l'Ouest, veulent montrer d'autres facettes de l'agriculture via les finances et la haute technologie. Leur objectif est d'avoir des journalistes et des organes de presse spécialisés dans le domaine de l'agriculture. Les panélistes ont eu à élucider certains thèmes qui nous paraissaient illusoires. Et moi, je suis vraiment prête à converger vers l'optique d'embraser, pourquoi pas, une carrière dans l'agriculture. Étant donné l'importance de l'agriculture, encore une fois, dans l'économie ivoirienne, il nous a paru intéressant, non pas de former, mais de sensibiliser les étudiants aux questions agricoles, afin que lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, eh bien, si on leur propose d'avoir un poste spécialisé sur l'agriculture, eh bien que ça les intéresse. À l'instar du FIRCA, des partenaires du monde agricole tels que l'Union européenne, la direction de l'Agence française en Côte d'Ivoire et bien d'autres structures ont aussi sensibilisé les étudiants de l'ISTC. La formation, la 47e session du cours régional de politique commerciale s'est ouverte à Abidjan dans l'enceinte de l'ENCA. C'est une initiative de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La formation cette année concerne 31 fonctionnaires gouvernementaux, précisément des auditeurs. Nous en parlons avec Nazaïdja et Jean-Luc Bangbo. 31 auditeurs de 18 pays d'Afrique francophone participent à l'édition 2020 du concours régional de politique commerciale CRPC. À sa 4e édition consécutive en Côte d'Ivoire, cette formation de 2 mois est conduite par l'École nationale de statistique appliquée. C'est un cours organisé pour les pays francophones afin de les initier aux négociations commerciales. Ça commence déjà par la présentation de l'OMC, des objectifs de l'OMC, et ensuite les techniques pour donc aller aux différentes négociations commerciales en tant que représentant des différents pays, des représentants des continents. Initié par l'Organisation mondiale du commerce, OMC, le CRPC donne les rudiments nécessaires pour l'élaboration des stratégies de négociations commerciales. C'est très important pour effectivement mettre en œuvre les connaissances acquises. C'est un avantage pour mieux défendre les intérêts du secteur privé au sein de l'OMC. De quoi rehausser la contribution de l'Afrique au commerce mondial, estimée à seulement 3%. Nos États devront être unis et disposer d'experts capables de contribuer efficacement à l'élaboration de politiques commerciales nationales, régionales et continentales, identifier et défendre les intérêts commerciaux nationaux
dans les négociations bilatérales, interrégionales et multilatérales. Le CRPC a été dispensé pour la première fois en 2004 au Maroc. À ce jour, plus de 300 fonctionnaires gouvernementaux d'Afrique francophone ont pu bénéficier de cette formation. Le Conseil régional de l'Agné-Bichiassa se rapproche des populations pour mieux définir sa démarche de gestion. Les jeunes et femmes de la région ont, lors d'une rencontre avec le président du Conseil, énuméré les difficultés qui freinent leur épanouissement social. Les perspectives pour 2020 ont aussi été présentées à cette occasion à la population. Dans la commune du Plateau, à Abidjan, un espace dédié à la promotion de la paix a été inauguré hier, le Mandela Peace Park. Il est caractérisé par la statue du buste de Nelson Mandela, cette grande figure de la lutte contre l'apartheid. Vous allez le voir, le Mandela Peace Park est un symbole de paix et de dialogue. Franck Quadio. La commune du Plateau aux couleurs de la paix. Voici le Mandela Peace Park, un espace de 4 îlots dédiés à la paix. Le buste du combattant de la liberté découvert par 3 personnalités pour symboliser le message de cohésion et de paix au-delà des clivages politiques. Les ex-premières dames, Simone Eivé Gbagbo et Henriette Konambedié, sont aux côtés du ministre de la Culture, Maurice Bandama. Le Mandela Peace Park, un espace où seront aménagés des parcs à verdure, des arbres, sans oublier des points de rafraîchissement. Une initiative de la municipalité qui a bénéficié du soutien d'opérateurs privés satisfaits de l'environnement actuel des affaires. La vie politique de cet illustre personnage nous laisse 2 vertus à imiter. La force du pardon et l'homme d'action. La Côte d'Ivoire, avec le président Alassane Ouattara, encouragé par une nouvelle stabilité politique, a retrouvé la confiance. Ainsi, la compétitivité des activités principales retrouvées, la création d'un environnement administratif et bancaire propice aux affaires, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures, dont celui des télécommunications, permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'être l'une des économies les plus attractives au monde. S'inspirer des idéaux véhiculés par le premier président noir de l'Afrique du Sud, le sens de l'initiative, Mandela vivant en aurait été fier. Beaucoup de questions se posaient sur comment a-t-il fait ce monsieur qui a dirigé l'aile armée de la jeunesse de l'ANC a pu plus tard devenir une icône de la paix et de la réconciliation. Je pense que le temps qu'il a passé en prison a fait de telle sorte qu'il a découvert la paix en lui-même. Un buste tout en bronze de 2,5 mètres de hauteur en hommage à Nelson Mandela, c'est toute une symbolique. Oui, Mandela a œuvré pour la dignité de l'homme, pour la justice, pour la liberté, pour l'amour, pour la paix. Que cette place, que ce mémorial fasse briller et prolonger sa divine et éternelle action dans le cœur et l'esprit de chacun de nous. Et un geste empreint de sens, le lâcher des colombes, comme un message d'espoir pour que la paix, comme l'a dit Nelson Mandela, et surtout le sage Félix Houphouët-Boigny, prennent, au-delà du mot, son véritable sens. Le Burida a un nouveau conseil d'administration. Il est dirigé par Tiburce Kofi et composé de 27 membres. Après des mois de crise au sein de cette institution, ce nouveau conseil devra organiser dans un délai de 12 mois l'installation de nouveaux organes et la révision des textes qui régissent ce bureau des droits d'auteur, Issa Chonayeo. C'est fait. Le Burida, bureau ivoirien du droit d'auteur, a désormais de nouveaux dirigeants. Tiburce Kofi, écrivain et musicien, et Karim Ouattara, administrateur financier, nommés respectivement président du conseil de gestion et directeur général. Ils ont la lourde tâche de mettre en place les nouveaux organes du Burida dans les 6 à 12 mois à venir. Sans la confiance des artistes dans leur institution, il sera difficile pour nous qui serons à l'opérationnel de pouvoir réussir quoi que ce soit. Et donc nous allons œuvrer à cela. Et également, le ministre nous a dit que le Burida était très performant, mais également avait perdu son positionnement. Donc c'est une interpellation qui nous permettrait également d'œuvrer à véritablement repositionner le Burida.
Nous allons reprendre le Burida. Regardez même le bâtiment de la SACEM, c'est construit sous forme de piano. Il faut reconcevoir le Burida. Cet espace est trop petit, on va chercher même à changer d'espace, à trouver un espace plus grand. Nous allons magnifier l'art ici. Tibius Kofi, c'est un homme du sérail. Et donc, vraiment, le ministre a eu le nez creux et il a choisi. On est beaucoup, on n'est pas formé. Mais une personne qui n'est pas formée est une personne dangereuse pour elle-même et pour son entourage. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, saisit cette opportunité pour définir les nouveaux challenges de la maison des artistes. Le Burida produit 2 ou 3 milliards. Mais quels sont ceux qui produisent ces milliards? Ils ne sont même pas 200. C'est ceux-là qui doivent être cooptés pour être à l'Assemblée générale. Et c'est parmi eux qu'on doit choisir les administrateurs. C'est simple. Donc, la réforme, là, elle est très simple. On fera ce que les autres ont fait. Et ce n'est pas compliqué. Il faut que les artistes acceptent ça. C'est la règle. Si on applique, il y aura la paix. Maurice Kwaku Bandama assure que malgré la crise, le Burida se porte mieux sur le continent. Il y a 8 ans, le Burida payait 50 millions aux droits d'auteur. Maintenant, on paye 1,5 milliard. Alors que le Burida était totalement sorti des sociétés d'auteurs en Afrique, nous sommes passés au 3e rang après 5 ans de réforme de 2011 à 2016. Après l'Afrique du Sud et l'Algérie, nous sommes descendus à 4e. Mais aujourd'hui, malgré la crise, nous sommes parmi les 5 sociétés d'auteurs en Afrique. Dites aux frères, là, s'il y a le calme, là, il y aura plus d'argent. Le nouveau conseil de gestion du Burida est fort de 27 membres, représentant toutes les coopérations de la Maison des créateurs de Côte d'Ivoire. Dans la sous-préfecture d'Alépé, le village de Montézo a un nouveau chef. Son nom, Obissin Oguié. Il est dans l'administration publique le directeur général de l'économie. Installé dans la pure tradition Aké, il s'est engagé à travailler pour le développement de son village et la cohésion à Montézo. Mamadou Kwasi. Désormais, il va allier modernisme et tradition au quotidien. Au cadre de l'administration, Obissin Oguié est installé chef du village de Montézo. Directeur général de l'économie, il devient le 21e chef de ce village, de la sous-préfecture d'Alépé, dans la région de Lamé. Son installation s'est déroulée dans la pure tradition acquise. L'espoir est là et nous espérons en tout cas des lendemains meilleurs. Obissin Oguié reçoit son arrêté de nomination des mains du secrétaire général de la préfecture d'Alépé, le représentant de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, ainsi que les cadres de la région de Lamé, les autres à maintenir la cohésion dans son village et participer à son développement. Le chef, il a de grandes oreilles, mais il est sourd, il n'entend pas. C'est ce que nous demandons au chef. Quelquefois, il entend, mais il fait un effort pour se surmonter, pour faire en sorte que le village puisse aller dans la cohésion sociale. Nous sommes disposés à lui apporter notre appui, nos conseils, nos contributions pour qu'il réussisse sa mission. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'il soit à l'écoute de ces populations. Le parrain de la cérémonie, Pascal Kwaku Abina, s'est félicité de la cohésion et de la solidarité qui ont prévalu lors du choix du nouveau chef de village de Montézo. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le chef de tous les habitants de Montézo, sans distinction. C'est pourquoi il faut accepter toutes les critiques, les analyser de manière objective et en tirer les conséquences, les bonnes conséquences pour pouvoir gouverner ton peuple. Son installation était un cadre de promotion des valeurs culturelles du village de Montézo, un village de plus de 30 000 âmes. Cette cérémonie d'installation du nouveau chef de village de Montézo a été également un cadre de rapprochement entre les peuples Aké et Agni, peuple originaire du ministre Pascal Kwaku Abina. Dans la ville de Grand-Bassam, 3 écoles primaires ayant subi en octobre dernier les inondations liées à la dernière saison des pluies reçoivent l'appui de l'UNESCO. 400 kits scolaires et du mobilier d'une valeur de 20 millions de francs CFA viennent contribuer à l'amélioration des conditions de travail des élèves. Les détails de cette action sociale vous seront présentés dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, l'ancien président du Kenya, Daniel Arap Moi, qui a dirigé le Kenya entre 1978 et 2002, est décédé ce mardi 4 février. Il avait 95 ans. L'annonce de sa disparition a été confirmée par l'actuel président Uhuru Kenyatta et sa famille. Daniel Arap Moi avait succédé au père de l'indépendance, Jomo Kenyatta, à la mort de ce dernier en 1978.
Et puis au Malawi, la Cour constitutionnelle a annulé hier lundi la réélection du président sortant Peter Mutharika. Elle a ordonné l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel dans les 5 prochains mois. Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, avait été réélu en 2019 avec 38,57% des suffrages, selon la commission électorale, devant le principal représentant de l'opposition, Lazarus Shekwara, qui a obtenu 35,41% des voix. Seulement 159 000 voix séparaient ces deux personnages. C'est ici que s'arrête ce point sur l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 15h et à 18h avec Fatou Fofana. Portez-vous bien et excellente journée.